Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ni l'agitation politique que sa marche aura occasionné, ni la contre-offensive du parti présidentiel à travers sa marche citoyenne et républicaine pour la paix, ni même le lourd bilan enregistré de morts n'auront altéré l'ardeur et la motivation de l'opposition togolaise qui invoque à nouveau la rue pour se faire entendre sur la question des réformes qui divisent profondément au pays. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Laurent Laté-Losson. Vous êtes secrétaire du Parti social-démocrate du Togo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Norbert, et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, ce qu'on voudrait peut-être savoir d'entrée en jeu, quel regard portez-vous sur la situation sociopolitique, la situation récente du pays? Oui, je pense que notre pays est entré encore de nouveau dans une autre vie politique, et que maintenant, je pense que nous sommes à une phase où le gouvernement togolais, le président de la République, doit prendre les taureaux par les cornes. Est-ce que c'était une situation qui était prévisible déjà? Non, je ne pense pas que c'était prévisible. Ce que j'appelle l'effet Achadam était imprévisible. Même si Achadam et son parti préparaient l'événement de 19, ce n'était pas prévu ainsi. C'est une surprise. C'est ce que je voulais dire par là. Mais je peux nous dire que ça a réveillé beaucoup de conscience. Et ça a réveillé même la conscience du gouvernement. C'était vraiment une organisation parfaite. Que je dis que depuis le passé, aucun parti politique n'a organisé des marches de protestation simultanées dans 5 villes, même heure, et aussi à l'extérieur du Togo. C'est la première fois, premier du genre. Donc je tire chapeau, que c'est une très bonne organisation. Tout simplement, je déplore les victimes, où il y a eu 2 morts et puis des blessés. Donc je saisis l'occasion pour présenter toutes mes condoléances et celle de mon parti, nos vives condoléances à cette famille éplorée, ces 2 familles qui ont perdu leur chair. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter une prompte guérison aux blessés, ces différents blessés, des 2 côtés, du côté de la population civile et du côté des hommes habillés. Alors, vous parlez de l'effet Achadam, donc on parlerait même du phénomène Achadam. Est-ce que finalement, c'est une autre manière aujourd'hui d'engager ces questions qui pourtant sont vieilles, les questions des réformes au Togo? Qu'est-ce qui change fondamentalement dans cette approche de ce personnage qui est apparu sur la scène un peu comme un ovni politique? Non, vous savez, je pense que oui, le problème existait de peu. Bon, chacun allait de son côté. Il y a eu au fait des rassemblements des partis politiques pour toujours lutter pour l'avènement de ce changement ou bien de ces réformes qu'aujourd'hui Achadam a repris de nouveau. Mais il n'y avait pas de suite conséquente. Ainsi, si Achadam est venu dans la lutte ou bien dans la bataille aujourd'hui et a repris ce qui était fait dans le passé, donc pour nous, nous pensons que c'est un moment décisif et c'est un moment qu'il faut saisir l'occasion. Donc chaque parti politique peut aujourd'hui, à partir du phénomène que vous venez de dire tout à l'heure, que moi j'appelle effet Achadam, de saisir l'occasion et de revoir comment nous allons redynamiser la lutte politique togolaise. Alors, vous parlez de saisir l'occasion. On sait que depuis ce premier mouvement à Achadam, il y a eu cette grande coalition de l'opposition qui a été créée. Je parle de coalition, on peut parler en d'autres termes, d'entité, on le comprend comme on veut. Mais quel peut être aujourd'hui, on va dire, l'intérêt de ce mouvement pour l'avenir du pays? Non, je pense que l'intérêt de ce mouvement, c'est de faire tout pour recevoir, bien pour arriver à mettre le gouvernement contre le mur,
de façon à pouvoir réussir la demande que le peuple est en train de solliciter auprès du gouvernement togolais. Donc, c'est un moment décisif, c'est ce que je disais. Vous pensez que ça peut être aujourd'hui un tournant dans l'histoire politique du pays? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que nous savons ceux-là que nous avons en face de nous. Dans des pays démocratiques, ou bien dans les pays vraiment où on met l'homme au milieu de la politique, je pense que déjà, le 19 doit appeler le gouvernement togolais, les dirigeants de ce pays, à revoir leur position politique. Et surtout, de voir, et sinon, de penser à donner, du moins, c'est ce que le peuple est en train de réclamer. Quand vous dites revoir, le gouvernement qui doit revoir sa position, donner ce que le pouvoir, en tout cas le peuple réclame, il y a peut-être un flou à ce niveau, dans la mesure où, aujourd'hui on le sait, sur la question de la réforme, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, il y a une certaine adéquation, une certaine... en fait, tout le monde semble être d'accord sur l'idée de ces réformes. On peut être d'accord, mais une chose est d'être d'accord, une chose est de donner. On ne peut pas être d'accord tout le temps, mais ne jamais donner. Je pense que ce que l'opposition réclame, ce n'est pas aujourd'hui. Et s'il fallait le faire, il fallait le faire depuis. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le pouvoir va dire qu'ils sont d'accord et de revoir. Combien de fois l'opposition n'a pas envoyé ses lois à l'Assemblée nationale de voir de façon à pouvoir rétablir la réalité politique dans notre pays. C'est les demandes que l'opposition est en train de solliciter, mais ils n'ont pas voulu. Alors, à qui la faute? Parce que quand on parle de l'histoire restante du pays, on sait qu'il y a eu plusieurs initiatives dans ce sens. Le pouvoir qui peut justifier ça comme une manière de traduire sa bonne foi, a lui-même envoyé un projet constitutionnel à l'Assemblée nationale sur ces questions de réforme. Ce projet-là a échoué. L'opposition a repris l'initiative aussi, qui a également échoué. Donc, finalement, il y a quand même de part et d'autre... Je pense que si le gouvernement envoie des propositions à l'Assemblée nationale et que ça a échoué, donc ce gouvernement doit démissionner. Non, le gouvernement doit démissionner. Parce que déjà, c'est le gouvernement qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, ils n'ont pas bien fait le travail. C'est un travail qu'ils devraient d'abord, ensemble, dans leur parti politique, discuter avant que ce document ne soit envoyé à l'Assemblée nationale. Je parlais de cette initiative. Il y a eu une autre également qui, cette fois, était de l'initiative de l'opposition. Non, mais justement, l'initiative de l'opposition peut être échouée. Ça se fait partout. Et c'est ce qui se voit d'ailleurs. L'opposition ne gagne toujours pas d'ailleurs les demandes. C'est difficile à une opposition de gagner ces demandes. Mais une fois que le pouvoir en place envoie quelque chose à l'Assemblée nationale, où le pouvoir est majoritaire à l'Assemblée nationale, et que c'est rejeté, ce n'est pas rejeté de revoir les copies. C'est rejeté parce que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la majorité présidentielle, n'a pas voulu. Est-ce qu'à partir de cet instant, les responsabilités ne sont pas partagées, dans la mesure où, on le sait, l'opposition à lui seul, ou le pouvoir en tout cas à lui seul, ne pouvait pas, à travers cette initiative parlementaire, aller quand même à la réforme de la Constitution? Non. Je pense qu'une fois que vous êtes majoritaire, vous avez la majorité, donc vous pouvez faire des réformes. Peut-être par voie référendaire, mais sur la question... Non. À l'Assemblée nationale, d'autant plus qu'en politique, d'ailleurs, avant que le parti au pouvoir, qui est majorité à l'Assemblée nationale, doit préalablement discuter de ces projets de loi, et ils savent ce que cela contient avant que cela ne soit envoyé. Et même quand c'est envoyé, on peut dire, bon d'accord, on n'est pas d'accord sur tel point, sur tel point, sur tel point. On peut renvoyer et revenir une seconde fois. Je pense qu'obligatoirement, le parti au pouvoir qui est majoritaire à l'Assemblée nationale doit voter cette loi. Là-dessus, on sait aussi que les positions étaient quand même assez tranchées, que ce soit du côté de l'opposition ou du pouvoir. Puisqu'il y a d'autres lois que le gouvernement envoie et que c'est voté malgré que l'opposition vote contre. Même que l'opposition sort de la salle. Mais ces lois sont votées. Donc, quelque part,
Oui, sauf que sur l'initiative peut-être d'une réforme constitutionnelle, cela ne pouvait se faire qu'avec aussi l'accord, on va dire, une forme de consensus à l'Assemblée nationale, parce que le pouvoir à lui seul n'atteignait pas peut-être... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi on est majorité à l'Assemblée nationale? C'est pour que ça marche pour le pouvoir en place. Une fois que vous êtes en place et que vous avez la majorité, ça veut dire que vos propositions de loi, comme tout ce que vous allez envoyer à l'Assemblée nationale, doivent être acceptées et passées. C'est pour cela qu'on est majoritaire. Alors, sinon, on n'a pas la chance. On oublie pourquoi, peut-être... si nous prenons par exemple comment appelle-t-on, quand ils envoient leur budget à l'Assemblée nationale, alors, ils votent les budgets. Alors, on oublie peut-être un fait, sans l'accord de l'Assemblée nationale et sans l'accord de l'opposition. Alors, sauf qu'il y a un aspect très important que je voudrais peut-être évoquer. On sait que l'idée aujourd'hui, globalement admise de ces réformes-là, constitutionnelles et politiques, si vous voulez, part de ce principe de l'APG, un principe qui consacre le consensus pour aller à ces réformes. Est-ce qu'on n'aurait pas traduit ça comme un passage en force du pouvoir? Voilà. Si jusque-là, on est toujours loin de ce consensus. Oui, mais si au moins le pouvoir voulait vraiment appliquer l'APG, je ne pense pas qu'on serait à ce stade aujourd'hui. On aurait pu terminer cette histoire de l'APG. La mauvaise volonté du pouvoir de ne pas vouloir pratiquer ou mettre en place ces réformes qu'ils ont tous signé ensemble. C'est une responsabilité qui incombe uniquement au pouvoir sur l'échec. Oui, l'échec de ne pas faire les réformes, c'est une responsabilité de l'État. Ça, c'est normal. Parce que l'État peut faire des réformes aujourd'hui sans que l'Assemblée, la minorité ne participe pas. Et ils en ont fait. Donc pourquoi on n'arrive pas à accepter ces réformes-là? C'est parce que l'opposition, c'est parce que le pouvoir trouve que ces réformes ne les arrangent pas. Sur l'idée du consensus que j'évoquais... Bon, maintenant, pour ce qui concerne les consensus, ok, pourquoi? D'ailleurs, non, je suis désolé. Dans ce cadre-là, est-ce qu'on a besoin d'avoir encore de consensus? Est-ce qu'on a besoin encore de voir de consensus? Non, puisque nous sommes majoritaires, même pas d'une seule voix ou deux voix. Qui peut y avoir au moins des gens qui vont désister dans le groupe parlementaire et de l'UNI et que, bon, peut-être ils seront déçus. Et là, ce n'est pas le cas. Ils sont majoritaires absolus. Dans ce cadre-là, opérer des réformes, c'est pas quitter ici, aller là-bas. Mais non. Ça là, c'est l'échec de ne pas aller à ces réformes-là. C'est la faute du pouvoir qui n'est pas prêt à le faire. Je voudrais revenir sur un aspect aussi important. On sait quand l'opposition a envoyé son projet aussi sur la révision ou la réforme donc, de la Constitution, il y avait cette idée-là que ces réformes, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, soient dirigées contre une personne. En ce moment aussi, on va quand même tout capoter finalement. Non, mais vous savez, je ne vois pas pourquoi on pense que c'est dirigé contre une personne. Non. Maintenant, quitte à ce qu'on veut parler maintenant là de consensus, on ne peut que parler de consensus quand c'est l'opposition qui dépose ces demandes et que là, le gouvernement, à l'initiative ou dans l'entendement du gouvernement, il veut l'accepter, mais en ayant soin de vouloir rectifier, en ayant soin de vouloir rectifier des parties dans la proposition de l'opposition. Oui. Là, on peut parler de consensus. À ce niveau, il y a quand même eu des difficultés. On retiendra, en tout cas, l'histoire retiendra que l'opposition aussi a montré une forme d'intransigeance sur la question, par exemple, de la rétroactivité, de la limitation du mandat, qui a constitué aussi le gros problème, le blocage quand même pour la... Oui, je pense qu'on ne peut jamais donner tort à une seule personne ou à un seul camp. L'opposition, là, a manqué de saisir l'occasion, quelque part, d'aller en consensus. On n'est pas appelé toujours à se camper sur nos positions à nous, parce que nous sommes minoritaires. Je reconnais, quand on est minoritaire, c'est difficile de faire accepter ces propositions. Mais c'est dans ce cadre que je disais tout à l'heure qu'on peut parler de consensus.
à ce que nous, opposition, qu'on essaye de revoir un peu notre copie pour pouvoir aller en discussion avec le pouvoir et maintenant, par consensus, on règle ce problème. Je suis d'accord que nous avons tous... nous sommes tous en faute. Une part de responsabilité. Oui, nous avons tous des parts de responsabilité. Mais le pouvoir a au moins la majorité des parts de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais qu'on évoque la manifestation que l'opposition dans la grande alliance formée après la manifestation du PNP va organiser ces 6 et 7 sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que cela ne craint pas par rapport, on va dire, à ce que le pouvoir appelait déjà, pour ce qui est de la marche du PNP, de marche à caractère haineux sur un point, et peut-être aussi une manifestation qui pourrait dégénérer? Est-ce qu'il y a un risque pour la manifestation de demain? J'ai peur. J'ai peur, en toute sincérité, de ce qui va se passer demain ou après-demain. Sur toute l'étendue du territoire presque, c'est aussi un autre problème. C'est vraiment un sérieux problème. Je rappelle qu'il se pose déjà un petit problème sur les localités retenues ou non pour cette marche. Voilà. L'opposition veut retenir les chefs-lieux de préfecture, je pense au total 39. Pour le pouvoir, cela serait difficile pour encadrer toutes ces manifestations. Donc là déjà, le pouvoir parle plus ou moins de 10 localités. Et donc le problème à ce niveau est déjà posé. Est-ce que cela gêne finalement? Là, je crains. Je crains en toute sincérité. Est-ce que les raisons évoquées par les uns et les autres, vous les trouvez peut-être aujourd'hui juste légitimes par rapport à ce qui va se passer demain? L'opposition qui maintient sa position, les localités choisies, le pouvoir aussi, qui craint de ne pas pouvoir assurer la sécurité. Vous savez, nous, au PSDT, nous avons choisi toujours la voie pacifique. J'aurais plutôt aimé à ce que nous acceptons la proposition du pouvoir en place, puisque nous ne sommes pas dans un pays... Honnêtement, ma position à moi est tout à fait autre. Serait-ce dans un pays vraiment démocratique, un pays développé, dans un pays développé, et que ces marches dans 45 ou dans 39 villes du Togo, je nous dis que ça peut se passer sans problème. Mais attention, ça se passe aussi des fois avec beaucoup de problèmes. Et ça va se passer au Togo, chez nous. Alors là, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut réussir cela. Mais si jamais nous réussissons, je tire chapeau. Mais c'est une démarche que vous ne partagez pas. Non, je ne partage pas. Je ne partage pas. Toujours est-il que je partage la marche, il n'y a pas de problème. L'opposition, un groupe d'opposition a accepté de faire ces marches. Ça, c'est bien. Pourtant, vous n'y êtes pas, je veux dire, votre parti... Non, nous, on n'est pas associés. Parce que depuis la sortie de notre parti, nous nous sommes dit, pas de marche de protestation, parce qu'il faut protester. Nous sommes dans la lignée de débat, discussion et consensus que nous parlons. Alors, que répondez-vous en ce moment à vos amis de l'opposition qui disent que toutes les cartes de discussion, toutes ces cartes-là ont été jouées en vain? La seule possibilité pour eux aujourd'hui d'avoir gain de cause, c'est la rue. Non, je pense que ce qu'ils disent, c'est vrai. Puisque cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela ne date pas de 2 ans, de 3 ans. Cela date au moins de plus de 30 ans. Donc, si aujourd'hui, nos camarades disent que toutes les cartes sont déjà épuisées, nos camarades ont raison. Mais est-ce que c'est la seule voie qui nous est réservée aujourd'hui, ou on peut avoir encore d'autres moyens? Je pense que c'est ça, moi, ma question. Et est-ce qu'on ne peut pas réfléchir mieux et trouver d'autres moyens de lutte? Bon, mais ce qui est sûr, c'est que un peuple opprimé n'a pas de moyens de s'exprimer que
d'aller par les marches populaires et qui, des fois, se dégénèrent à ce que nous connaissons. Alors, vous parlez d'autres... Mais, oui, allez-y. Mais je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas ça. Alors, je souhaite que ça se passe vraiment dans la paix, dans la quiétude totale. Vous appelez aujourd'hui à beaucoup plus de modération. Oui, j'appelle beaucoup plus de modération. Je ne veux pas que, quand les manifestants sortent de leur maison pour aller manifester, il faut qu'ils retournent encore dans leur maison, retrouver leurs familles respectives et partager la joie d'une réussite, d'une marche, comme l'UNI l'a partagé tout dernièrement. Alors, vous dites sur le principe, vous n'êtes pas totalement en phase avec l'idée que la rue sera un espace, en fait, la rue pourrait véritablement amener à obtenir les réformes. Vous dites que vous auriez privilégié d'autres pistes, négociations ou dialogue. Alors, dans la situation qui est la nôtre, où les positions semblent assez tranchées sur la question, le pouvoir qui est aussi dans une démarche qu'on peut d'une certaine manière comprendre, on sait qu'il y a une initiative actuellement en cours avec la commission des réformes mise en place par le chef de l'État, d'autres positions, l'opposition aussi dans la rue pour un peu faire pression sur le pouvoir. Alors, dans cette posture ou ces positions assez tranchées, à quoi doit-on finalement... le salut peut venir d'où concrètement? Non, je pense que après la marche de demain, si ça peut s'arrêter là, ou bien d'après-demain, si ça peut s'arrêter là, au moins il faut privilégier maintenant une discussion. Qui prend l'initiative et comment ça se fait? Parce que les discussions, l'initiative doit venir du gouvernement. L'initiative doit n'importe comment venir du gouvernement parce que c'est eux qui détiennent aujourd'hui toutes les cartes. L'opposition n'a pas de carte à jouer. L'opposition n'a qu'une seule voie, que c'est de protester, que c'est d'organiser des marches de protestation. La population n'a rien à faire que de sortir et de s'exprimer. Et c'est la seule voie de l'opposition de s'exprimer. Mais nous disons, on peut avoir d'autres voies alternatives. Concrètement. Dans le sens de chercher, de discuter et de voir. D'abord, j'aurais pu, si, bon, je sors un peu de ce cadre-là, que si c'est dans... J'aurais proposé plutôt de ne pas immédiatement faire ces marches-là, d'attendre encore et d'aller un peu plus dans les idées et voir qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Vous auriez aimé que ces marches ne soient pas organisées, qu'on prenne le temps peut-être... C'est ça, qu'on prenne le temps encore pour réfléchir et voir. Parce que nous avons organisé pas mal de marches dans ce pays. On a vu ce que ça a donné. Mais la marche de demain peut donner quelque chose. Je ne peux pas dire non. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais toutefois, j'aurais aimé, en tant qu'un homme de paix que je suis, qu'on cherche d'autres voies et d'autres moyens encore. Si même je n'en ai pas aujourd'hui, si on s'assoit pour discuter, pour aller dans ce cadre-là, c'est sûr qu'on va trouver d'autres voies. Dernière question, Laurent Lawson, dans la position qui est la vôtre aujourd'hui, qui semble, excusez-moi, un peu floue sur le fond, c'est-à-dire d'un côté, vous semblez épouser l'idée de marche, en même temps, vous dites, vous n'auriez pas tout à fait préféré la marche parce que, voilà, vous êtes quand même contraire à tout ce qui est protestation dans les rues, donc une position assez floue. Est-ce que c'est pas finalement un péché ou cela ne peut être pas considéré comme un péché vis-à-vis des autres partis de l'opposition? Non, mais je dis tout à l'heure, un peuple opprimé ne peut que s'exprimer par la voie publique. D'accord. Mais moi, je vais appeler ce peuple-là. C'est une position assez floue quand même, on ne comprend pas si... Non, mais on ne peut pas laisser un peuple se faire saccager pour rien du tout. Moi, c'est ma position. Vous savez, dans des pays où il faut organiser des marches pour obtenir, ce n'est pas encore le Togo. Je sais ce que je dis, c'est pas flou. Dans un pays où on peut organiser des marches populaires pour obtenir gain de cause, c'est pas le Togo. Je dis, serait-ce dans un pays de droit, le gouvernement est tombé depuis 19 août. Depuis 19 août, ce gouvernement doit tomber.
parce qu'il y a 2 morts, c'est beaucoup pour le Togo. Tout seulement parce que la population a marché. Mais si je reviens en arrière pour voir la marche de l'UNIR, alors ça veut dire que ce gouvernement est taciturne. Sur la marche, si on peut peut-être y aller en 1 minute, la marche d'UNIR, de sentir, en tout cas c'est ce qu'a évoqué le gouvernement, que la paix sociale soit menacée avec ce qu'ils ont considéré de marche à caractère aîné du PNP. Est-ce que c'était pas une marche qui ne doit pas immédiatement répondre à l'autre marche? Ce que moi j'appelle la réponse du berger à la bergère. Ah mais non. Et pire, c'est le parti au pouvoir qui marche pour soutenir la paix ou tu ne sais pas quoi. Et un premier ministre du Togo et non un premier ministre du parti qui va faire cette marche-là. Pour la paix? Non. Pour la paix? Non. Officiellement, c'est ce qu'il nous Non, dit, non. Si même il va participer à une marche pour la paix, ça ne devrait pas être d'abord pour le parti. On peut faire une marche dont le Premier ministre va participer si c'est le gouvernement qui appelle une marche de paix. Là, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Togolais. Il est Premier ministre de tous les Togolais, donc il n'a pas le droit de marcher pour le parti UNIR, malgré que tu sois membre de ce parti-là. C'est un échec. Très rapidement, un dernier mot, un appel, un message. Bon, d'abord, je salue, comme je le dis, je salue vraiment les camarades, mais je leur souhaite vraiment beaucoup de tact et surtout d'être vraiment prudent. Très prudent pour ne pas que cette marche se retourne à autre chose, tant que nous savons que le pouvoir en place, avec ces organisations, vont aussi marcher demain. Et j'appelle aussi ceux-là... Alors, le pouvoir ne marche pas... Le pouvoir ne marche pas, mais ces organisations, c'est bien précisé. Hein? C'est bien précisé. J'ai lu le communiqué. Merci Laurent Laté-Losson. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo. Merci d'être passé nous voir. Merci Norbert. Restez avec nous tout de suite en nouveau journal sur New World Info. Nous revenons dans une dizaine de minutes dans Regard croisé avec d'autres invités.